Donc aujourd'hui, ouais, je vais vous parler d'un projet qu'on mène depuis maintenant un certain nombre d'années avec des collègues pour essayer de comprendre un petit peu les interactions et comment les minéraux et les molécules organiques, qui au départ ne sont pas biologiques, mais finalement au cours de l'histoire de la Terre deviennent biologiques, dans le contexte en fait du coup de cette transition où il n'y avait pas encore de vie sur la Terre, mais il y avait des molécules organiques et puis progressivement ça a pu se transformer en la vie qu'on connaît. Je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait un excellent film hier soir, une production du CNRS, Et si la Terre était unique, sur France 5, vous pouvez le regarder en différé, c'était vraiment super. Donc c'est un peu dans ce genre de contexte qu'on se place, mais plus du côté géologique, et on va voir pourquoi. Donc ce travail, évidemment, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec mes collègues à Nancy, avec Laurent Michaud, et puis un certain nombre de personnes à Lyon, donc des doctorants, post-doctorants, GIOA, et puis ma collègue Muriel Andréani, Hervé Cardon, et puis mon collègue Gilles Montagnac. Donc la question, en fait, c'est comment est-ce qu'on passe de molécules organiques qui nous constituent, vous savez, on est constitué d'acides aminés, de nucléotides, et puis de lipides essentiellement. Et avec ça, on arrive à faire bon an mal an des cellules et puis à développer des organismes extrêmement variés. Alors, ça peut être des unicellulaires qui ont des métabolismes très particuliers jusqu'à des grands mammifères et des gens un peu comme nous qui font des choses un peu bizarres parfois sur notre planète. Et donc, la question peut se poser en fait de différentes façons. Il faut qu'on arrive à un moment donné à avoir les briques élémentaires qui nous constituent. Dans la nature, il y a énormément d'acides aminés. Il y en a un qui est le plus simple d'entre eux, donc, qui est la glycine, et qui est détecté très largement dans l'espace, comme beaucoup d'autres. Et ça, vous l'avez vu, c'est la détection en fait de la glycine par le spectromètre Rosina, la mission Rosetta, quand elle a atterri, elle a pu faire des mesures en fait sur la comète Chury. Donc, une des premières molécules qui a été détectée, c'est la glycine. Et de la glycine et les autres acides aminés, il y en a beaucoup dans l'univers. Ce n'est pas réellement ce qui manque. La question elle se pose un petit peu différemment, c'est comment est-ce qu'on va réussir à la transformer après en petites protéines et puis en grosses protéines. Ces monomères, ils sont disponibles, donc on peut les recevoir via l'apport cométaire sur la Terre. Ce qu'on sait maintenant aussi depuis moins longtemps, je dirais, même si Rosetta, c'était très spectaculaire, on sait que depuis très récemment, ça c'est des découvertes qui datent de 2018-2019. Ici, donc c'est un affleurement de Lost City, et dans en fait ces serpentinites, et ces serpentines qui ont une couleur peu ordinaire, assez brune, en fait, à l'intérieur, à l'intérieur des feuillets, on retrouve des molécules qui sont très fluorescentes en spectroscopie UV. Donc ça, c'est les travaux de Bénédicte Ménez et collaborateurs. Et ces molécules, en fait, c'est du tryptophane. Donc, dans le milieu océanique, par hydrothermalisme, au cours des processus de serpentinisation dans des conditions un petit peu particulières, on forme aussi à l'intérieur de la Terre ces monomères. Donc là, c'est un bloc en fait de tryptophane. Il y a le noyau, on ne sait pas exactement, mais c'est relié au tryptophane. Donc, on les a, ces monomères. Ils peuvent arriver de l'espace, où on en a aussi probablement pas mal en subsurface de la Terre. Ça, c'est moins connu et ça reste à être exploré. Donc, vous pouvez vous y mettre si ça vous intéresse. La question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on passe finalement de cette chimie organique assez simple, qui a l'air d'être à notre disposition de différentes façons. Comment est-ce que l'on concentre en fait ces monomères, qu'on les polymérise pour arriver en fait à des macromolécules comme celle-ci et qui s'organisent dans une cellule de ce type-là avec une complexité et une compacité qui est vraiment exceptionnelle. Donc c'est cette étape-là en fait qu'on essaye de comprendre. Donc il y a toute la partie cellulaire et moi je ne m'intéresse pas en fait à cette partie-là, mais j'essaye de comprendre comment dans le milieu de la Terre primitive on peut passer de ces molécules qui sont diluées à des molécules qui peuvent commencer à s'ajouter les unes aux autres et, par polymérisation. C'est la question en fait qu'on s'est posée dans ce projet Prédium. Alors, sur nos bases de pétrologie, vous y arriveriez certainement aussi bien que moi. Je ne suis pas dans la caméra, je pense. Il faut que je me remette. Donc, si on regarde un petit peu la fabrication des peptides, vous voyez que l'ajout successif des acides aminés
c'est une réaction qui élimine de l'eau. C'est une réaction de déshydratation, au sens pétrologique du terme. Ça va être la même chose, en fait, la réaction qui va permettre aux nucléotides qui forment notre matériel génétique de s'allonger. Idem, hein, donc c'est quelque chose qui, c'est une réaction de déshydratation. Un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous êtes géologues, vous avez fait un petit peu de pétrologie. Et qui dit réaction de déshydratation, même en chimie classique, hein, si vous avez une réaction ou des réactions qui libèrent de l'eau, c'est des réactions qui vont être extrêmement défavorables dans l'eau. Hein, on ne va pas pouvoir aller très loin dans un riche d'eau. Donc, ça veut dire que ces réactions, en fait, qui vont permettre de faire les polymères qui nous constituent, donc à la fois nos protéines ou nos acides aminés, je ne parlerai pas du tout des lipides, hein, c'est beaucoup plus compliqué encore, mais on va déjà commencer avec ce qu'on peut essayer de gérer. Donc, ces réactions, du coup, ça veut dire qu'elles sont favorisées dans des conditions où il y a une activité en eau qui est nulle ou alors une activité en eau qui est très faible. Dans le milieu naturel, qu'est-ce qu'on connaît comme conditions qui répondent à ces conditions-là? Donc, ça peut se faire dans le vide et on commence à savoir via des expériences, ce n'est pas moi qui les fais, mais ça fonctionne. Dans des conditions sèches, nos amis chimistes aiment beaucoup en fait, faire ça et ça marche assez bien. On a des activités en eau assez faibles quand on est dans des solutions aqueuses qui sont très concentrées en sel. C'est une autre option. On va voir comment ça se traduit en termes d'environnement. Et puis, on a, vous le savez, des réactions métamorphiques qui peuvent produire de la déshydratation. Donc, ça veut dire dans des conditions de haute pression et température ou dans des systèmes hydrothermaux, il est possible qu'on puisse faire ce genre de réaction avec des conditions qui sont thermodynamiquement favorables pour faire l'élongation, la réaction peptidique et puis l'élongation aussi des nucléotides. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, on n'est pas encore forcément arrivé à être vraiment toujours dans ces conditions-là. Ça n'a pas été facile parce que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de choses connues que ce qui était décrit dans la littérature. Je vais vous en parler du coup dans un instant. Je vous ai dit, du coup, la question qui se pose, c'est la question de l'eau. Où est-ce que, si on fait ces réactions-là, il faut qu'on trouve un milieu où l'activité de l'eau n'est pas très importante. Sur la Terre, finalement, on sait que depuis la fin de l'AD1 et au fur et à mesure que les découvertes se succèdent les unes aux autres, l'existence en fait d'un océan primitif sur la Terre, son origine en fait recule de plus en plus près de la formation de la Terre. Au maximum une centaine de millions d'années après la formation de la Terre, on avait probablement déjà un océan à la surface de la Terre. On trouve ces fameux premiers zircons qui nous indiquent quand même qu'on avait une forme de tectonique de plaques d'une sorte ou d'une autre, mais ça ne se met pas en place sans eau, donc forcément il y avait de l'océan à ce moment-là. Mais on ne va pas faire les choses dans l'océan. Donc si on ne fait pas les choses dans l'océan, mais qu'il y avait un océan primitif, il faut qu'on regarde où est-ce qu'on avait des conditions sèches sur la Terre. Quand on regarde un petit peu donc, au début de l'Archéen, ici, vous avez la distribution actuelle des continents à la surface de la Terre, donc avec la portion sur la croûte avec la croûte continentale. Donc, on a un tout petit peu de marge continentale qui est immergée, des fosses, les abysses typiquement, et puis le domaine océanique. Compte tenu en fait du régime thermique au tout début de l'histoire de la Terre et l'océan qui est envisagé compte tenu des mécanismes et de la tectonique, mécanismes de fonctionnement de la Terre primitive, vous voyez, on n'avait pas du tout les 30% de continents émergés comme on les a à l'heure actuelle, mais on avait très probablement moins de 10% de continents émergés à ce moment-là. Donc les conditions sèches, ce n'étaient pas les conditions les plus répandues à la surface de la Terre quand la vie est apparue, ça c'est à peu près certain. Qui plus est, on avait l'essentiel du fond marin qui était à beaucoup plus grande profondeur que ce que l'on a à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a des fonds très profonds, mais très localisés. À cette époque-là, on était sur des choses qui étaient majoritaires. Il y avait beaucoup moins de fonds extrêmement profonds, mais en majorité, c'était plus profond qu'à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un endroit à l'intérieur, dans le système terrestre, où on a une faible activité en eau, dans un système qui est dominé par l'eau. Donc, ça va plutôt être des conditions hydrothermales ou des conditions de subsurface et les minéraux qui vont avec. Donc, c'est l'hypothèse en termes d'environnement dans lesquels on fait nos expériences. C'est ce raisonnement-là qui nous a conduit à faire ce qu'on a fait. Donc, il faut se poser aussi la question du coup du plancher océanique. Donc, il était essentiellement comatitique à cette époque-là, avec un taux de fusion partielle. Et quand on fait réagir en fait ces comatites avec de l'eau de mer via un petit peu soit d'altération hydrothermale, soit même de l'altération
en milieu aqueux tout court. Je ne vais pas détailler, il y a un petit peu quelques illustrations, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir essentiellement du coup des argiles un petit peu particulières qui vont se former, compte tenu du fait que les minéraux qui étaient là dans les comatites ou même la phase amorphe, hein, c'est essentiellement en fait une composition qui est riche en fer et en magnésium. Les minéraux d'altération sont également riches en fer et en magnésium. Donc, c'est une argile qu'on appelle la non-cronite. On a aussi, donc celle-là, c'est une argile gonflante. On a aussi de la chlorite qui peut se produire. On peut avoir des serpentines, on peut avoir accessoirement un peu de talc aussi. Une montmorillonite qui est extrêmement ferreuse, qu'on ne trouve plus à l'heure actuelle. Donc, de la saponite et de la stevensonite. Donc, on n'a pas forcément exploré tous ces minéraux, mais c'est un petit peu le genre de chimie qui nous a guidés dans le choix des minéraux qu'on a explorés en termes d'interaction avec les molécules organiques. Les minéraux du coup qu'on a choisis pour essayer de tester en fait les hypothèses. On est dans une activité en fait de modélisation expérimentale, donc il faut avoir du contrôle. Et il faut vous énoncer les hypothèses et après on choisit les minéraux qui vont nous permettre en fait de tester ces hypothèses. Donc on a choisi en fait deux grandes catégories de minéraux, de phyllosilicates. Donc des argiles gonflantes, j'en ai parlé, donc deux non-tronites et puis une montmorillonite. Les montmorillonites peuvent avoir des compositions qui sont extrêmement variables. Et pour nous, il était obligatoire en fait que l'on en choisisse une, puisque les 3/4, voire même les 4/5 de la littérature qui préexistait au travail que je vais vous montrer, était fait sur la montmorillonite. Donc, on a repris la montmorillonite, disons, de benchmark pour pouvoir regarder comment nos résultats sur les autres minéraux se comparent avec ce que l'on sait par ailleurs de la montmorillonite. Et puis après, un certain nombre d'autres phyllosilicates, donc la pyrophylie, donc pour avoir un test en l'absence de magnésium et de fer, et puis une chlorite, une lizardite, un chrysotile, qui peuvent se former par altération hydrothermale ou en phase aqueuse des minéraux qu'on a vus de cette comatite typiquement. Donc voilà notre set de minéraux qu'on a choisi pour essayer justement de comprendre l'interaction, et là on va se limiter dans ce cadre-là aux nucléotides, avec les minéraux d'altération de la croûte océanique primitive. Si vous avez des questions, vous pouvez poser aussi au fur et à mesure. Donc la question à partir de là, on a ces surfaces minérales. Quelles sont les interactions des matières organiques? Quel est le rôle relatif mutuel de l'organique et de la surface minérale sur en fait la concentration, donc jusqu'à quel point on peut densifier sur la surface des minéraux? Et est-ce que ça va nous aider à polymériser et à faire du coup des oligomères et puis après de plus grandes molécules au fur et à mesure, mais en tout cas initier l'évolution qui est possible et qui va pouvoir donner la vie ultérieurement. Donc ça, c'est un résultat de simulation numérique. On a aussi collaboré avec des physiciens pour faire ces simulations numériques. J'en parlerai brièvement à la fin de l'exposé. Ce qui est apparu en fait aussi dans la littérature, c'est que les minéraux qui avaient étudié jusqu'à présent étaient quand même pas très très bien caractérisés. Donc on a travaillé de façon intensive avec nos collègues à Nancy, au LIEC, pour vraiment caractériser leur pureté, donc avec la diffraction des rayons X, la spectroscopie Raman et infrarouge, bien caractériser en fait la taille et la morphologie des particules avec lesquelles on a travaillé, mesurer en fait leurs propriétés de charge de surface en faisant de la zétaphorimétrie. Je n'avais jamais fait ça moi avant. Et aussi mesurer donc leur capacité d'échange cationique, donc à l'intérieur, à l'interfeuillet, mesurer leur surface réactive en termes d'absorption de gaz, donc de façon à mesurer quelle est la capacité d'absorption. Bon, on est en train de parler de phyllosilicates, donc vous imaginez que ça va être des petites plaquettes. On va avoir des réactivités différentes entre les feuillets basaux et puis la partie latérale de ces feuillets. Donc, caractériser la réactivité de ces deux ensembles-là. Donc, de façon à avoir un ensemble de minéraux extrêmement bien caractérisés, qui, quand on les travaille, se présentent en fait sous la forme d'une suspension, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc, il a fallu broyer, etc. et faire beaucoup de mesures avant de pouvoir nous lancer là-dedans, pour pouvoir comparer nos résultats avec la littérature. Alors,
D'habitude, je fais beaucoup d'in situ, mais là, on a commencé par des choses assez basiques, puisqu'il n'y avait pas, enfin, voilà, la littérature n'était vraiment pas satisfaisante. Donc, c'est la chimie de base. On prend un petit tube à essai qu'on peut fermer. On pèse quelques milligrammes de minéraux qu'on met à réagir en fait avec une solution de nucléotides, là en l'occurrence. On laisse interagir pendant 24 heures. On centrifuge et on mesure le surnageant et par différence, donc c'est juste un bilan de masse, on en déduit la quantité qui est absorbée sur la surface des minéraux. On mesure ça par spectrométrie ultraviolet. Donc vous avez typiquement la concentration initiale en vert dans la solution. Et ce qu'on appelle donc la concentration à l'équilibre dans la solution, donc ce qui reste à la fin, et on déduit ce qui est là. Et on va retrouver en fait cette concentration à l'équilibre dans tous les graphes que je vais vous montrer. Donc vous avez à la fin, vous partez avec une concentration initiale, vous avez une partie absorbée, et puis vous avez ce qu'on appelle une concentration à l'équilibre. Vous allez le revoir dans beaucoup de graphes. C'est à ça que ça fait référence. Au départ, pour éviter de rentrer dans des hypothèses trop fortes sur la chimie de l'eau de mer primitive, parce que c'est quelque chose qui est débattu, on est parti sur une température ambiante, la pression ambiante, un pH que l'on dit naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de buffer dans la solution, il n'y a pas de tampon. Donc ça évolue, ça devient légèrement acide, on varie entre 7 et 6,5. Et une salinité en fait de l'eau à 35 grammes par litre avec essentiellement du chlorure de sodium et puis un petit peu de chlorure de magnésium. Et donc, je vais vous présenter ensuite un certain nombre de résultats. Et donc, ça devient rapidement assez compliqué puisque vous voyez qu'on a un certain nombre de minéraux sur l'écran. Ceux que j'ai notés. Donc, les argiles gonflantes ici et puis les phyllosilicates non gonflants. Donc, les points de mesure sont codés en couleur par rapport au minéral. Et puis après, il faut mesurer en fait l'absorption, l'interaction avec les différents nucléotides. Donc là, on a mis en fait un symbole pour les 4 couples de nucléotides. Et puis, il faut distinguer en fait les monomères de l'ADN et les monomères de l'ARN. Donc, les monomères de l'ARN sont des symboles qui sont vides. Oui, et les monomères de l'ADN, les désoxyribonucléotides, sont en symbole plein. Ici, ce que vous avez, donc, c'est un ADN, d'accord? Il lui manque en fait un hydrogène ici. Donc, on va faire un petit quiz, savoir si vous êtes encore réveillés et que vous m'avez suivi. Alors, celui-ci, c'est quoi? Quand vous allez voir un symbole comme ça, je vous écoute. Voilà, tout le monde s'endorme. Je vous laisse mettre. Aïe. Un symbole violet. Donc, un losange violet et vide. Voilà, donc ça va être l'absorption, en fait, de la cytidine, donc du monomère donc, type ARN, sur la lysardite. Voilà. Voilà, donc cytidine 5' monophosphate sur la lysardite. Allez. C'est le dernier, hein, on ne va pas faire ça pendant toute la séance. Parce qu'après, je vais vous en montrer un certain nombre. Alors, celui-ci, donc c'est le monomère d'ADN. Donc, ça va être sur le T et ça va être donc sur le monoméryonite. D'accord? Donc, la thymidine 5' monophosphate sur la monoméryonite. Donc, voilà. Tous les diagrammes vont se représenter de cette façon-là, parce que du coup, il faut investiguer quand même un certain nombre. Donc, ça représente une somme de travail assez conséquente. Les résultats, voilà, se présentent comme ça. C'est pour ça que je me suis permis d'insister un tout petit peu. Donc, on a sur chacun des graphes, quand on fait donc, ces expériences d'absorption, on reconnaît donc l'évolution en fait, de la quantité absorbée sur chaque surface minérale en fonction de la concentration à l'équilibre. Donc, pour tous les minéraux avec leurs couleurs différentes, et puis pour les différents nucléotides. Et là, quand on a commencé à obtenir ces résultats avec les doctorants, il y a eu un très, très grand moment de solitude. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de points communs.
Et ça correspondait finalement assez bien à ce qu'il y avait dans la littérature, c'est-à-dire qu'on décrivait que sur tel ou tel minéral, eh bien, des GMP s'absorbaient un peu plus que l'UMP et que ceci et que cela. Et comment voulez-vous comparer tout ça? Comment voulez-vous essayer de comprendre un mécanisme d'absorption à partir de ces données-là? Alors, donc, bon, le moment de solitude a été bref, hein, heureusement. C'est dit, bon, mais il y a un petit problème là quand même, c'est qu'en fonction de la surface de mon minéral, exprimer les choses en micromol par gramme, peut-être que selon, si j'ai un minéral qui est finement divisé, je vais avoir par gramme une beaucoup plus grande surface que si je n'ai pas broyé très fin. Que peut-être finalement aussi on a des tendances qui sont systématiques entre les différents nucléotides, et que ça pourrait peut-être bien être lié aussi à leur différence de solubilité, parce qu'il y a des solubilités qui sont assez contrastées. Donc nous sommes partis pour tester nos hypothèses en donc commençant à convertir cette unité donc, de micromol d'ADN ou d'ARN absorbé par gramme de minéral, on l'a ramené déjà en d'autres choses. Voilà. Ça, c'est des questions, mais je vous les ai déjà faites, donc je peux passer à la suite. Alors là, on a du coup, la chose qui était la plus facile à faire, c'était de regarder la solubilité de chacun des nucléotides. Là, je ne vais pas forcément tout vous montrer le set à chaque fois parce que c'est énorme. Hein. Mais on voit bien typiquement, on a choisi là juste de vous présenter ce qui concerne les argiles gonflantes. On voit bien que les isothermes d'adsorption, c'est comme ça qu'on nomme ces courbes-là, quand on commence à les normaliser à la concentration, en fait, à la solubilité pour chacun des nucléotides, eh bien, les courbes commencent en fait à se superposer. Donc ça, c'est relativement bon signe. Et puis, il y a quelqu'un qui avait formalisé ça très tôt, qui est Jean Caz, à Nancy, dans les années, il y a très longtemps. Donc, c'est quelque chose qui était connu dans la littérature. On n'a pas réinventé les choses, mais on l'a appliqué correctement. Donc, on voit qu'effectivement, ce que ça nous dit, c'est que quand on corrige de la solubilité, finalement, nos nucléotides ont l'air de s'absorber, ont l'air de réagir en fait de la même façon à la surface des minéraux. Donc, qui dit ça dit mécanisme d'absorption commun. Donc, il faut réfléchir du coup en termes de groupement chimique commun sur l'ensemble de ces molécules. Donc là, on se doute tout de suite qu'on va s'orienter vers le groupement phosphate, qui est vraiment la molécule sur les nucléotides qu'on retrouve sur chacun des nucléotides. Donc ça marchait très bien sur ce système-là. Et puis après, il a fallu regarder un petit peu. Donc là, c'était nucléotides sur une surface minérale, mais après, il fallait regarder sur les différentes surfaces minérales. Donc là, en fait, on a utilisé toutes les mesures que nous avons faites pour caractériser la réactivité des surfaces minérales. Donc, comme je disais, la réactivité basale, donc les surfaces basales des petites plaques, et les surfaces latérales de ces petites plaques. Donc, on a normalisé à l'un, à l'autre, à la surface totale, à la surface basale et à la surface latérale. Et quand on fait en fait ce travail-là, donc on réutilise les données qui sont normalisées à la solubilité, mais quand on renormalise, par exemple, l'AMP, l'adénosine monophosphate, quand on la renormalise à la surface réactive des différents minéraux, donc cette fois-ci, on n'a plus une unité en micromol par gramme, mais en micromol par mètre carré. Et si on utilise en fait la surface réactive sur les surfaces latérales des argiles, donc des petites plaques, ça fait quelques microns de diamètre, pas plus, c'est moins que ça. Et bien à ce moment-là, on a les courbes qui se superposent relativement facilement, à l'exception en fait de la lysardite. Vous voyez que vous avez ces points roses là qui sortent à chaque fois. C'est parce qu'en fait la lysardite, vous savez que c'est des fibres, j'espère. Qui ne sait pas que les lysardites sont en fibres? C'est bon, tout le monde sait. Donc, on sait pas la mesure en fait des surfaces réactives des lysardites, c'est pas quelque chose qui est hyper précis. On ne sait pas très bien dire dans une lysardite ce qui est une surface basale, ce qui est une surface latérale, puisqu'elles sont enroulées. Des chrysotyles. Comme c'est enroulé, on ne sait pas très bien en fait quoi. Donc, bon. Mais en tout cas, pour tous les autres, ça nous dit que finalement, les minéraux qu'on a là, donc les nucléotides se comportent de façon homologue et ils vont réagir sur les mêmes type de surface sur ces argiles-là. Donc, je vais présenter un petit schéma. Et s'il y a quelque chose qui est important aussi, que j'avais presque oublié de mentionner, c'est que dans les hypothèses de l'origine de la vie, il y a une très grande communauté en fait, qui plaide pour le fait que la vie est apparue à partir de la vie à ARN. Alors, moi, je n'ai pas de préférence sur l'ensemble. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la concentration des nucléotides, donc ADN versus ARN,
dans le milieu naturel aqueux, qui s'absorbe mieux, c'est l'ADN que l'ARN. Après, vous faites comme vous voulez en termes d'interprétation, mais ça, c'est factuel. OK? Donc, nos amis qui sont très en faveur de la vie démarrant avec l'ARN n'ont pas été tout à fait contents de ce résultat-là. Donc, si on essaye de proposer du coup un mécanisme et qu'on regarde comment ça couvre ces surfaces, on a indiqué en grisé la densité, à partir de ce qu'on connaît de la surface typique d'un nucléotide en milieu aqueux. Eh bien, la surface en grisé correspond à peu près à la densité qu'on a quand on a recouvert complètement les surfaces latérales des argiles par des nucléotides. C'est la zone qui se trouve en grisé ici. Et donc, vous voyez, typiquement, donc pour les trois argiles gonflantes, si on regarde le cas de DGMP, on arrive très facilement à couvrir les argiles. Ce n'est pas très bien connu, donc c'est pour ça qu'il y a une zone d'incertitude. Il n'y a pas un trait, c'est une zone, à peu près à partir de données qui sont connues. Quand on arrive dans cette zone qui est ici, quand on a mis nos nucléotides à réagir avec les petites particules d'argile, eh bien, elles ont couvert la totalité des bordures, des faces qu'on appelle les faces latérales des argiles. Alors, je vais aussi tuer un autre mythe, c'est que dans des conditions comme celle-ci, il y a un petit peu un imaginaire commun qui dit « c'est très joli dans les argiles, elles sont gonflantes, on va pouvoir mettre plein de choses dans l'interfeuillet, comme ça, c'est à l'abri, ça va bien pouvoir se développer. » Alors, pas du tout, absolument pas. Dans ces conditions-là, quand on fait réagir, en particulier quand il y a un epsilon de sel dans le système, quand on a regardé l'évolution, donc le diffractogramme et le spectre infrarouge des argiles pures et puis des argiles avec nucléotides, l'ajout de nucléotides a tendance en fait à faire collapser les feuillets. Donc on ne met rien à l'intérieur des feuillets. Au contraire, on les resserre les uns sur les autres. Donc la jolie histoire, voilà. Bon, elle a vécu, au moins dans ces conditions-là. D'autres conditions un peu particulières où ça peut marcher. Et donc, ça nous a conduit à proposer en fait un mécanisme d'absorption commun pour l'ensemble des nucléotides sur les argiles gonflantes en particulier. C'est qu'à pH naturel, les nucléotides s'absorbent en fait sur les surfaces latérales des argiles au travers d'un mécanisme qu'on appelle l'échange de libre. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, ça là, c'est un petit peu schématisé. Et concrètement, en termes chimiques, ça nous dit que si on schématise les petites plaques d'argile gonflante, donc elles ont une charge globalement négative sur les surfaces à pH neutre. Et donc, les nucléotides, quels qu'ils soient, viennent s'absorber sur les faces latérales, qui sont donc phosphates, donc chargés négativement, et ça vient en fait s'absorber sur les cations qui sont donc les liaisons pendantes sur les bords des feuillets. Voilà. Ça, c'est le mécanisme classique à pH neutre dans ce système. Donc ça, c'est quelque chose qui était nouveau, ce n'était pas décrit de cette façon-là. Et ça, c'est valable uniquement pour les argiles, enfin pour l'ensemble des minéraux. Ça pose quand même un petit problème parce que donc on part typiquement dans les expériences qu'on a faites, on commençait dans notre solution à quelques millimolaires, la concentration à l'équilibre c'est 1 millimolaire. On arrive du coup, puisqu'on concentre sur les surfaces latérales, ça veut dire qu'on atteint une concentration locale à la surface des feuillets ici, ou comme c'est représenté en jaune, avec une concentration de l'ordre de 1,5 à 3 molaires. C'est déjà pas mal, hein. Ça veut dire qu'on concentre localement 1000 fois. Donc, ça va aider déjà les nucléotides à réagir entre eux. Beaucoup plus concentré que dans un système dilué dans l'océan. Mais à partir de ce que nous disent les biochimistes, hein, c'est encore insuffisant en fait, pour induire la polymérisation spontanée. Donc, on va voir comment les choses se passent ensuite. Alors, je dis quand même qu'on fait un peu des choses in situ. Donc, ces résultats-là, on a essayé quand même de les confirmer de façon plus spectroscopique. Hein. Donc, on est allé faire des mesures en fait au synchrotron anglais à Oxford, où on a en fait de la spectroscopie d'absorption des rayons X
où on espérait, du coup, comme je vous l'ai dit, voir le phosphate en fait réagir avec le fer au bord des feuillets des argiles. Donc, on a déposé les argiles sur des grilles et on a essayé de le faire. Donc, on voit ici l'image de nos petites particules. Donc, vous voyez l'échelle, un micron, c'est-à-dire elles font au moins quelques microns. Donc, ça, c'est une vision au travers donc, de l'absorption du fer. C'est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Mais là, on a été très déçus. Finalement, il n'y avait pas la résolution pour pouvoir le faire. En revanche, on a réussi à convaincre le scientifique de ligne de changer un petit peu l'énergie et d'essayer d'aller voir ce qui se passait au seuil de l'azote, puisqu'il y a beaucoup d'azote aussi dans les nucléotides. Et donc ça, c'est les mêmes particules, hein, sont juste une sélection d'images. Donc, on a essayé d'extraire du coup le spectre d'absorption sur la face basale planaire de la particule que vous voyez ici, sa petite sœur, hein, c'est pas très différent, et de regarder plutôt ce qui se passe sur le bord. Donc, on a sélectionné ces zones-là, on additionne du coup les spectres d'absorption de rayons X. Ce que l'on voit, c'est que quand on regarde l'absorption au niveau de l'azote, donc savoir s'il y a de l'azote ou pas sur ces faces-là, on a quelque chose de ce type-là. Résultat, il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de nucléotides. En revanche, quand on va essayer d'additionner les pixels sur le signal, les spectres sur les bords des pixels, on commence en fait à voir émerger un signal avec deux bandes d'absorption, pas d'absorption, d'absorption de rayons X, hein, qui sont caractéristiques en fait quand on compare avec le spectre caractéristique des différents nucléotides. Nous, on avait mis du GMP, du DGMP, je ne sais plus. Et là, on voit bien qu'on a deux bosses ici qui sont assez caractéristiques, qui sont assez en accord avec celle du GMP. Donc, on voit bien que notre hypothèse qu'on avait réussi à élaborer simplement à partir de mesures macroscopiques, en caractérisant bien les surfaces des minéraux, eh bien là, quand on va regarder très localement, même à l'échelle inframicronique, eh bien c'est confirmé. On retrouve bien les molécules à l'endroit où on avait conclu notre étude macroscopique. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, il y a une review, on a un peu faire une synthèse de toutes les avancées dans ce domaine-là, dans Life, là, donc c'est un article qui est en open access, donc vous pouvez aller voir assez tranquillement. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe du coup pour les argiles, pour l'ensemble des argiles. Après, donc, il y a des mécanismes autres qui s'ouvrent pour les argiles gonflantes en particulier, mais je crois que je ne l'ai pas. Non, il a manqué une diapo quelque part. Donc, c'est posé ensuite la question de l'effet de la température, de la pression, du pH, de la salinité, de la composition de l'eau de mer. Bref, tous ces paramètres finalement qu'on ne connaît pas forcément super bien pour les conditions de la Terre primitive à l'interface entre l'océan et la roche. Donc, on est parti sur des études un petit peu plus on est allé voir, un peu explorer ces différents champs-là, avec des résultats plus ou moins heureux, on va dire. Ça n'a pas forcément toujours aussi bien marché, mais bon, ça fait partie aussi du truc. La température, on a vu qu'elle n'a pas beaucoup d'effet. Elle a peut-être un léger optimum entre 40 et 60 degrés. Je vous montrerai si je crois que je dois l'avoir sur une diapo, mais c'est rien de bien spectaculaire. En changeant la température dans une gamme qui est compatible avec la vie, on ne change pas d'un ordre de grandeur l'absorption. La pression, ça peut peut-être avoir un petit effet, mais c'est difficile de faire ces mesures sous pression. On n'est pas tout à fait certain que ça marche. Ça a été un peu moi qui aime tant la pression, ça a été une petite déception personnelle sur le sujet. Mais c'est comme ça. Hein. Le pH, en fait, alors lui, vous pouvez s'y attendre, enfin, c'était quelque chose qui est prévu. Alors lui, il a vraiment un effet très, très important. Et on va voir qu'en termes d'environnement primitif, finalement, c'est ce qui est probablement le plus intéressant. Donc, en fonction du pH, les acides, les nucléotides et les bases, en tout cas les bases azotées, vont être plus ou moins protonées ou déprotonées. Et donc, elles vont pouvoir interagir ou pas avec les charges négatives des surfaces basales des argiles. Et puis, si on commence à induire, en fait, à changer la salinité, donc la salinité dans l'absolu, mais aussi la composition chimique de l'eau de mer, on va pouvoir justement commencer à avoir des effets plus intéressants en travaillant sur ces charges et on va voir un petit peu ce qui correspond au milieu naturel. Donc, c'est ces deux paramètres qui sont couplés, hein, la salinité globale, mais aussi la composition chimique de l'eau de mer.
Donc, je vous disais la salinité. Donc, ici, c'est des… donc là, c'est pas converti en grammes, en micromoles par mètre carré, puisque c'est exactement les mêmes minéraux. Mais vous voyez que typiquement, pour un ensemble de minéraux, on a une petite courbe en cloche, ça change un petit peu, ça fait quelques dizaines de pourcents d'un petit peu mieux, entre 40 et 60 degrés Celsius. C'est plus important pour GMP, ça ne l'est pas beaucoup pour les autres, donc ça n'a pas l'air d'être du tout un paramètre important. Ce que l'on sait, c'est que dans les océans archéens, la température, on ne la connaît pas forcément bien, peut-être 10 degrés Celsius, peut-être parfois proposé 50-60 degrés. C'est quelque chose qui est assez fluctuant, mais ça n'a pas l'air du tout d'être un paramètre critique. La pression, on a fait des mesures préliminaires, mais on n'arrive pas bien à les confirmer. Alors, bon, je vous montre juste ça. Donc, c'est loin d'être encore publié. Donc, on semblerait qu'on puisse avoir peut-être un petit optimum en pression, mais je dirais que c'est un peu la même chose que pour la température. Ça ne change pas dramatiquement la situation. La pression ne va pas nous permettre de changer d'un ordre de grandeur ou plusieurs ordres de grandeur l'absorption des nucléotides sur les surfaces minérales. Donc, ça, c'est aussi… c'est un petit peu un cul-de-sac à ce jour. Pourtant, on avait destiné un joli appareil pour faire tout ça, etc. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. En revanche, évidemment, le pH va beaucoup changer les choses, puisque, en fait, quand on va… Donc ici, c'est des exemples d'absorption des différents nucléotides sur la nontronite, donc une argile gonflante qui est riche en fer. Et puis ici, c'est l'exemple de la DGMP, donc la désoxyguanidine monophosphate, guanine, pardon, qui va s'absorber sur une série de minéraux. Donc, on voit qu'en dessous de pH 4, on commence à avoir une augmentation très, très forte de l'absorption sur les minéraux, mais pas sur tous les minéraux. Alors, c'est vrai pas sur tous les nucléotides, et c'est vrai pour la DGMP, par exemple, mais pas sur tous les minéraux. En fait, c'est simplement corrélé avec les différents pKa de ces biomolécules. Quand on descend aux alentours de pH 4, on commence en fait à protoner doublement protoner la base azotée. Et donc, du coup, ça va réagir beaucoup plus fortement, cette fois-ci avec la surface basale de nos minéraux, qui, pour les argiles gonflantes, sont chargées négativement. Donc, on a une molécule qui devient très chargée positivement sur sa nucléobase, et donc elle va pouvoir s'absorber très facilement par attraction coulombique. Donc, on a ce mécanisme-là, et on a poursuivi nos investigations là-dessus. Donc, ça marche uniquement pour un certain… Donc, ça va dépendre du pKa de la molécule, ça c'est un premier point. Et ça va dépendre, en fait, ça va marcher exclusivement sur les argiles gonflantes. Ce mécanisme, il n'est pas renforcé sur les filets aussi, sur les non gonflants, qui, eux, n'ont pas de charge, en fait, sur la surface. Ils ont des surfaces neutres, donc c'est indépendant. Donc, dans le cas des argiles gonflantes, donc, on a toujours le mécanisme qui s'applique à tout le monde sur les surfaces latérales. Mais également, donc, à très bas pH, quand les nucléotides deviennent protonés, à ce moment-là, ils peuvent venir s'absorber sur la surface basale des argiles gonflantes. Et donc, c'est posé beaucoup la question de savoir comment est-ce qu'ils s'absorbent. Ça, c'est un sujet en fait qu'on n'arrivait pas vraiment à traiter expérimentalement. Donc, on a travaillé sur ces sujets-là plutôt en fait avec des physiciens et des chimistes qui sont spécialistes de la modélisation numérique des argiles. Donc, on va en parler un petit peu. Ce qu'il faut voir aussi, quand on parle de la salinité, il va y avoir plusieurs effets dans la salinité. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas regarder toutes ces courbes. Donc, la salinité, elle a un effet qui est très, très fort en fait, sur les argiles gonflantes. Elle va induire leur flocculation. Ça, c'est des choses que vous savez quand vous avez fait vos cours de sédimentologie au transport des rivières. Les argiles arrivent dans l'océan, elles rencontrent un milieu salé et elles floculent. Ça vous dit quelque chose, ça, c'est les premières années en géologie. Ben, c'est pareil. Et donc, on peut le quantifier par spectroscopie. Ouais, ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est un peu comme ça quand même. Bon. Ouais.
Donc, on peut en fait, par diffusion des rayons X aux petits angles, vraiment caractériser en fait ce processus de. On n'est pas encore dans la flocculation, mais on commence à agréger en fait les feuillets. Donc, quand on est dans l'eau pure, on peut avoir des feuillets complètement délaminés, feuillet par feuillet, mais dès qu'on commence à ajouter du sel, les feuillets commencent à se regrouper par interaction électrostatique. Donc, avec ces mesures-là, en fait, on peut arriver à voir du coup quelle est la distance interfoliaire. Donc, plus la pente est forte, je crois, plus la distance interfoliaire est petite. Et puis ici, le petit pic qu'on a sur les courbes bleues nous donne en fait le nombre de feuillets agglomérés les uns aux autres. Donc, vous voyez que quand on est, par exemple, avec si on prend de l'eau de mer et qu'on prend uniquement la composante sel, il ne va pas se passer énormément de choses. Il va vraiment falloir aller à des compositions assez élevées, donc 2 fois la salinité de l'eau de mer pour commencer à voir les argiles s'agglomérer. En revanche, on va avoir quand on rajoute des cations divalents, que ce soit du magnésium ou du calcium, c'est vrai aussi pour le calcium. Vous voyez qu'à la fois pour le chlorure de magnésium ou pour le sulfate de magnésium, même à très très faible concentration, donc on est sur 10 fois moins que l'eau de mer, on a très très rapidement en fait des groupements en fait des groupements de feuillets. Alors ça, c'était un peu compliqué pour nous ensuite à gérer puisque beaucoup de nos mesures reposent sur une bonne connaissance de la surface réactive des minéraux. Et là, chaque fois qu'on change la salinité, finalement, on change aussi la surface réactive. Ça peut devenir assez compliqué, finalement, de savoir exactement ce qui se passe. Mais, et du coup, dans l'océan AD1 ou dans l'océan du début de l'Archéen, la salinité, bon, parfois, c'est proposer juste la salinité en termes de niveau de sel, juste la salinité actuelle. Les derniers travaux, par exemple, de Bernard Marty, je crois que c'est dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, ça montre qu'en fait, ça peut même atteindre peut-être jusqu'à 15 fois la salinité de l'eau de mer actuelle. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas encore un consensus. Quelle était la salinité, le niveau de sel de l'eau de mer primitive? Ce n'est pas quelque chose qui est connu. En revanche, ce qui est à peu près de certain, c'est que ce n'était pas dominé par du chlorure de sodium. Les éléments qui étaient, les cations qui étaient plutôt dominants, c'était probablement le calcium, où il n'y avait pas d'altération, il n'y avait peu ou pas de continent et pas d'altération des continents. Donc, ce n'était pas le seul qui était dominant, le chlorure de sodium, mais c'était plutôt le chlorure de calcium avec aussi probablement pas mal de magnésium. Donc, du coup, ça a un peu compliqué les choses et on a été obligé de changer un peu de stratégie pour voir comment les choses se passaient en matière d'absorption et justement aussi bien vérifier cette histoire d'effet de la charge du cation, la différence entre les monovalents et les divalents. Donc, on a travaillé du coup avec Virginie Marie à l'université Pierre et Marie Curie. Je ne sais pas comment elle s'appelle maintenant, c'est plus Pierre et Marie Curie, mais enfin bon, vous voyez. Quoi, oui, peut-être bien. Donc, du coup, il y a des expériences en fait. Donc là, c'est des expériences numériques de DFT, et puis après avec des simulations en dynamique moléculaire qui sont extrêmement coûteuses en temps puisque elle permet en fait à ces molécules de se relaxer à peu près 50 nanosecondes à chaque fois. Donc il y a pas mal, ça nécessite beaucoup de trajectoires qui sont analysées sur 100 nanosecondes. Et donc elle a fait ces mesures-là, elle a réalisé ces expériences numériques, donc à la fois dans le chlorure de sodium et dans le chlorure de calcium. Et donc les différents, donc ça c'est les résultats en fait des simulations numériques pour le sel, donc chlorure de sodium, et puis donc c'est la même charge en chlorure, hein, mais simplement, c'est la même charge ionique, mais non, c'est pas la même composition. Donc qu'est-ce qu'elle voit? Donc elle trace en fait les différentes configurations des molécules par rapport à la surface du minéral, et elle regarde statistiquement où est-ce qu'il se situe. Dans le cas du chlorure de sodium, donc elle teste en fait une configuration où la molécule elle est allongée sur la surface basale du minéral au niveau de la nucléobase, une configuration où elle est perpendiculaire avec le phosphate, donc avec le phosphate, donc et loin de la molécule et loin de la surface du minéral. Donc statistiquement, vous voyez qu'en présence de chlorure de sodium, c'est pas la solution, c'est pas la configuration d'interaction, c'est pas la configuration dominante. Les molécules touchent de temps en temps la surface basale du minéral, mais pas tant que ça. Donc c'est ça correspond aussi à ce qu'on savait par ailleurs, avec toutes les expériences qu'on a faites avec du chlorure de sodium. En revanche, quand on remplace le chlorure de sodium par du chlorure de calcium,
Alors, vous voyez que la configuration dominante, en fait, donc on passe de 60% détaché à ici, donc loin de la surface, on est plutôt sur du 30%. Et la plupart du temps, donc, la molécule se trouve, alors là, c'est à peu près écuit, enfin, la plus grande partie de la distribution, vous voyez, se trouve avec une nucléobase qui vient toucher, en fait, la surface du minéral. C'est la configuration qui est dominante. Hein, c'est cette ligne qui se trouve ici. Et celle-là, est en termes de probabilité, elle est un petit peu moins probable. Donc, avec la molécule allongée, touchant avec sa nucléobase, elle est touchée sur la surface du minéral. Donc, ça ouvre quand même un certain nombre de perspectives. Parce que dans ces cas-là, en fait, on a un groupement phosphate qui reste disponible pour la polymérisation. Je vais en reparler. Donc, tout ça, ça a un sens. C'est cohérent de façon générale. Donc, si j'essaye de faire un petit peu un résumé sur l'influence de la salinité de l'eau de mer sur la possibilité, donc, du coup, de faire réagir les monomères, donc les nucléotides et les surfaces des minéraux, vous avez ce diagramme qui essaye de résumer les choses. J'en vois un certain nombre qui plissent des yeux, donc ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Donc, donc, on a en fait les argiles gonflantes qui se trouvent ici. Les argiles, donc dites, c'est pas vraiment des argiles du coup, mais les phyllosilicates non gonflants qui se trouvent sur la ligne du bas. Et on a partagé en fait le diagramme en deux parties. D'une part, comment les choses se passent quand la solution aqueuse est dominée par contient en tout cas une certaine quantité de cations divalents, et quand elle pour les anions et pour les cations. Et donc, on voit qu'on a un certain nombre de configurations qui finalement soit favorisent l'absorption. C'est le cas par exemple des cations divalents que l'on a vu. Mais en présence de cations divalents, on va plutôt avoir tendance à bloquer le mécanisme latéral. Et c'est quand même plus favorable parce qu'on a plus de surface sur les surfaces basales que sur les surfaces latérales des argiles. Bon, ça s'entend assez bien, les plaquettes sont très fines, elles ont une grande surface basale. En revanche, c'est un mécanisme, hein, je vous l'ai dit, qui ne fonctionne que pour les argiles gonflantes, les argiles non gonflantes, donc il n'y a pas de charge de surface, donc ça ne marche pas. Et puis, on a aussi regardé du coup l'effet des anions, pas forcément aller très loin là-dessus. Mais on a quand même, donc, sur les argiles gonflantes, dans un milieu qui potentiellement se rapproche plus des conditions chimiques de l'océan archéen ou adéen, à ce moment-là, on a quand même une influence très forte de la composition du sel, de la composition de la solution sur la possibilité en fait, de ces molécules d'interagir avec les minéraux. Donc, il faut vraiment, c'est un ensemble. Du coup, il faut regarder les minéraux, il faut regarder vraiment les molécules, comment est-ce qu'elles se comportent, regarder également la chimie de la solution. Donc, c'est vraiment un ensemble à prendre en compte. On ne peut pas juste regarder indépendamment les différentes parties. Et donc, on a aussi regardé finalement d'autres cations divalents qui pouvaient être très abondants dans l'océan primitif, mais qui ne le sont plus dans l'océan actuel. C'est par exemple le fer ferreux. Le fer ferreux, dans l'océan primitif, il atteignait des concentrations à peu près à 10 millimolaires. C'est ce qu'on a à l'heure actuelle à peu près pour le potassium ou le calcium ou le magnésium dans l'océan actuel. Donc, c'était évidemment bien avant l'apparition de la photosynthèse, donc bien avant l'oxygénation. Donc, on était dans un milieu qui était anoxique. Donc, le fer n'était pas de façon dominante ferrique, mais il était ferreux. Et dans ces conditions-là, sa solubilité, en fait, elle est conditionnée par celle de la grinalite amorphe, qui est le précurseur, en fait, des carbonates de fer, enfin, de tout ce qu'on va trouver dans les BIF, dans les Bended Iron Formation. Donc, ce que l'on voit, donc au début, on n'a pas forcément testé directement le fer ferreux parce que ça nécessite d'avoir une chambre anaérobie. On n'avait pas, donc on a fait ça en fait finalement avec des analogues. On dit que le zinc et le nickel feraient très bien l'affaire. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, donc vous voyez, c'est l'effet du zinc. Donc vous avez les références sur donc vous avez une évolution en fait en fonction du pH, puisqu'on a vu que sur les argiles gonflantes comme la nontronite, le pH avait un effet important, donc on le retrouve ici. Donc à très bas pH, on a beaucoup d'absorption
Et puis à pH élevé, on en a beaucoup moins pour les questions de charge, comme on l'a vu. Le lithium, ça n'arrange pas forcément bien les choses, ça ne facilite pas la situation. Le magnésium, on a parlé de son effet. On a parlé aussi de l'effet du calcium. Vous voyez, dans tous les cas, en fonction du pH, donc depuis un pH très acide jusqu'à pH 11, on a toujours en fait cette même répartition qui est classique sur les argiles gonflantes. Donc on diminue l'absorption pour un cation donné. En revanche, on a été très surpris, du coup, enfin, on s'y attendait un petit peu, hein, mais de voir ce qui se passait pour le zinc et pour le nickel. Alors, il y a une petite complication pour le zinc et le nickel dans une certaine mesure, où il a fallu, en fait, vous avez du vert sombre et puis du vert clair, puisque quand on arrive à très fort pH, en fait, on fait spontanément précipiter quand même une partie du zinc et du nickel sous forme d'hydroxyde. Donc, on a dû, en fait, faire des bilans différents pour pouvoir avoir, d'une part, ce que l'on avait vraiment de façon brute dans les expériences, et on précipitait l'ensemble, typiquement ici, de l'oxyde du zinc dans le système à pH élevé. Mais en fait, bon, voilà, on arrive quand même à des concentrations qui sont élevées, même après correction. Donc, ça veut dire que dans cet océan primitif, donc on commence à évoluer sur des choses qui sont peut-être plus proches de la réalité, mais on ne pouvait pas le faire au début parce qu'on n'avait vraiment pas les mécanismes de base à notre disposition. On voit bien qu'on a une influence qui est quand même extrêmement forte de la composition chimique exacte de l'océan primitif pour arriver finalement à concentrer ces briques élémentaires du vivant. Les nucléotides, dans le cas qui nous concerne, ça va vraiment être extrêmement dépendant de cette chimie-là. Et là, on arrive vraiment du coup à faire beaucoup de concentrer très très fortement. Donc là, c'est simplement, on avait ce schéma-là précédemment, on avait ce morceau-là, on a rajouté un petit peu les conditions à pH très faible. Et ce qui se passe donc en présence de cations divalents type zinc ou fer, qui viennent en fait créer des charges positives très fortes sur les surfaces pour pouvoir, qui renforcent encore la charge positive des surfaces pour pouvoir venir absorber le nucléotide. Donc, en termes de mécanisme de polymérisation, est-ce que finalement, ça va, je vous ai dit, on arrive à augmenter, on arrive un peu à mi-chemin avec ce mécanisme-là par rapport à ce qui serait souhaitable pour faire de la polymérisation spontanée. On arrive à concentrer 1000, 10 000 fois, alors qu'il faudrait qu'on soit plutôt aux alentours de 10 puissance 6, donc concentrer 1 million de fois. Et puis, si on s'en tient uniquement donc, au mécanisme classique sur les surfaces basales, sur les surfaces latérales, pardon, vous voyez que tous nos mécanismes sur les surfaces latérales, ils mettent en fait le phosphate, ils le collent sur la surface latérale. Et ça, ce n'est pas bon du coup pour la réaction de phosphorylation. On ne va jamais pouvoir en fait faire de la polymérisation qui passe en fait par le groupement phosphate pour ajouter les nucléotides les uns aux autres. Donc, quelque part, je dirais que c'est un petit peu un cul-de-sac, sauf si, avec ce genre de situation, on peut arriver à avoir une situation où le fait d'avoir des molécules concentrées à cet endroit-là, ça constitue une sorte de germe pour pouvoir permettre l'élongation. Mais donc, ça permet la concentration, ça bloque dans une certaine mesure la polymérisation, comme on peut le voir sur cette figure. C'est la situation qu'on a mise ici. Et donc, il faut arriver, on ne pourra pas les faire polymériser, typiquement ces deux-là. Il faut arriver à venir ajouter en fait d'autres molécules sur celle-ci dans un environnement où localement la teneur en eau est plus faible. Donc, on a une activité en eau qui très très localement est très faible. Et dans ce cas-là, ça peut peut-être marcher. Je ne dis pas que ça marche. Hein. Je dis que ça peut peut-être marcher. Donc, c'est ce que nous disent, en fait, c'est ce que nous disent ces expériences. Alors, du coup, ça pose quand même la question, puisque dans il y a la vie primitive sur Terre, mais ce que nous, on a essayé de mesurer, c'est finalement, en fait, ce que les missions martiennes sont en train d'essayer de chercher sur Mars. Elles ne vont pas trouver forcément de la vie directement à la surface, parce qu'il n'y a plus de vie à la surface de Mars, peut-être éventuellement un peu en subsurface, là où il reste un peu d'eau, mais ce n'est pas en surface. Mais en surface, elles espèrent, ces missions, quand même trouver des signatures qui sont caractéristiques au moins d'une biochimie classique de celle qu'on connaît pour la vie. Peut-être d'ailleurs qu'elle est complètement différente sur Mars, on n'en sait rien.
Mais du coup, on a regardé si en spectroscopie, les deux spectromètres vibrationnels qui sont embarqués sur la mission Mars 2020, Supercam, donc qui est un instrument français, et Sherlock, qui est un instrument américain, est-ce qu'ils vont avoir une chance? Et dans quelles conditions ils pourraient finalement mesurer des nucléotides absorbés à la surface des minéraux, comme on sait le faire, puisque voilà, toute cette étude nous a permis de voir finalement comment ça se passait, où est-ce que c'était, quel type de signature on pouvait avoir. Donc, ce que vous avez en fait sur ces différents spectres, donc ici, on a des mesures, Supercam, c'est un spectromètre Raman, donc avec une excitation dans le visible, dans les longueurs d'onde vertes, et Sherlock, l'instrument américain, il a une excitation, en fait, une longueur d'onde d'excitation dans l'UV profond. Donc, les molécules organiques sont très sensibles aux UV. Je pense qu'on le sait par ailleurs. Donc, quand on regarde, et donc on a ici sur la ligne du haut les spectres d'une DGMP, donc parfois seule, mais aussi parfois absorbée sur une chlorite. Et on les mesure donc à la fois en spectrométrie Raman visible, donc c'est la ligne du bas, et en UV sur la ligne du haut. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, sur la DGMP, donc quand on est, donc on va prendre quelque chose que vous connaissez souvent mieux, c'est la spectroscopie Raman dans le domaine du visible. Donc, quand on excite avec une énergie, donc avec une puissance laser vraiment très, très, très modérée, on a un spectre Raman, on arrive à voir le nucléotide. Dès qu'on augmente un tout petit peu la puissance du laser, ici on voit apparaître deux énormes bandes dans la région de 1400 et 1600 cm-1 qui sont caractéristiques en fait de la formation de liaisons sp2 dans le système. Donc ça veut dire qu'en gros on est en voie de carbonisation. On est en train de faire du graphique très désordonné, si je puis dire. Donc, on est en train de cuire notre molécule sous l'effet du laser. Donc ça veut dire que ce n'est pas très, très bien engagé. D'autant plus que quand on va regarder à la surface de Mars, donc ça c'est de la poudre, on achète de la poudre de GMP chez Sigma Aldrich, on l'aplatit, on la met sous le laser. Donc ça, il y en a beaucoup du coup de la DGMP. Quand on essaye de regarder maintenant de la DGMP qui est absorbée, donc du coup beaucoup plus diluée quand même, à la surface d'un minéral comme la chlorite, si on utilise une puissance laser comme celle-ci, on ne voit finalement que la chlorite. On n'a que le signal de la chlorite, on n'a aucun signal du nucléotide. Si on augmente un petit peu la puissance laser, c'est pas beaucoup plus brillant. Et quand on essaye de voir quelque chose, on le voit, mais on a déjà grillé, on a déjà rôti la DGMP. Donc, c'est pas un très bon signal parce que ce carbone sp2, ça peut être tout autre. Enfin, il n'a pas forcément de raison d'être d'origine biologique ou autre. Ça peut être très n'importe quoi. Donc ça, c'était pas une très bonne nouvelle. Et si on fait les choses avec, donc on voit vraiment pas grand-chose. Si on fait cet exercice-là maintenant dans l'UV profond, donc avec des longueurs d'onde qui sont encore plus dommageables pour les molécules biologiques, la seule très bonne nouvelle, c'est qu'on arrive quand même à savoir que c'est quelque chose qui contient du carbone et du phosphate. Donc voilà, bon, c'est engageant, mais ce n'est pas une preuve. Donc on avait bien une molécule riche en carbone qui est avec du phosphate, et ça, on sait que c'est ça. Mais ça pourrait être une molécule énergétique, ça pourrait être de l'ATP, par exemple, l'adénosine triphosphate, donc la molécule qui nous sert d'énergie dans toutes nos cellules. C'est pareil, quand on le met avec la chlorite, on n'a franchement pas beaucoup de signal. La pointe, ce n'est pas pour vous dire qu'on a détecté quelque chose, c'est le retombement de l'oxygène dans l'air. C'est pas très... Ça ne nous apprend quand même pas grand-chose. Donc là, on s'est dit... Alors, vous imaginez bien que tous nos amis qui sont en train de préparer des missions martiennes n'ont pas été particulièrement ravis de cette publication qui nous a donné un petit peu de mal. On leur a un petit peu cassé la baraque quand même. On a dit attention, c'est très très bien, mais si vous voulez réellement montrer quelque chose, il va falloir prendre quelques précautions. Donc du coup, on s'est équipé d'un laser analogue, enfin, une version accessible en laboratoire du laser qui est sur Sherlock. Et on a commencé à regarder en fait le signal de la DGMP. Et du coup, en fait, dans ce système-là, quand on est en interaction avec les argiles et même sur le fait qu'on ait
un certain nombre d'aromatiques sur le groupement imidazole et sur le groupement sur la pyridine, et bien à ce moment-là, en fait, on peut avoir de l'exaltation du signal Raman. Et donc même, on arrive à voir finalement de l'exaltation plus ou moins importante de ce signal, comment la molécule est organisée sur le minéral. Donc ça, c'est juste en fait, donc ça c'est pareil, on ne connaissait pas exactement non plus toutes les bandes Raman, donc il nous a fallu un petit peu de temps pour faire l'assignement en fait des bandes Raman dans ce nouveau mode, dans cette spectroscopie avec une nouvelle source, avec un système qui est résonant. Mais les nouvelles sont plutôt bonnes, hein, et elles sont d'autant meilleures qu'on a regardé aussi quelque chose qui est souvent donné sur Mars, c'est l'effet finalement du perchlorate. Il y a beaucoup de perchlorate qui a été décrit par les missions de spectroscopie, même satellitaires, qui nous ont donné la présence de perchlorate dans ces systèmes-là. Et le perchlorate, il est plutôt donné comme étant avoir un effet en fait délétère sur la préservation des molécules. C'est agressif, c'est très oxydant. Donc sur les molécules organiques, c'est pas très bien. En fait, on a fait un test pour voir l'effet du perchlorate. Donc ici, en fait, ce que vous avez deux séries de spectres. Donc c'est toujours en fait de la DGMP. Là, c'est sur de la montmorillonite. Les spectres qui sont en haut, donc la ligne du haut, ça correspond en fait à des expériences, donc juste DGMP sur perchlorate, sur montmorillonite sans perchlorate, et la ligne du bas avec perchlorate. Et on a regardé en fait l'évolution, la dégradation de la molécule organique au cours du temps, donc en absence ou en présence de perchlorate. Et donc on peut voir l'effet par rapport en fait à la diminution en intensité du pic que je vous montre ici. Je ne vais pas aller dans des détails, donc ça c'est une représentation donc en pseudo 3D, et puis on voit les couleurs ici aussi au cours du temps. Ça c'est la situation initiale, ça c'est la situation au bout de 400, un peu plus de 400 secondes. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand on n'a pas de perchlorate, la molécule s'abîme assez rapidement sous cette irradiation UV rapide. En revanche, quand on a du perchlorate, eh bien, bon, elle s'abîme un petit peu, mais elle se préserve beaucoup mieux dans le temps. Donc, ça veut dire que contrairement, ça a deux implications, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait, le perchlorate n'a peut-être pas un effet aussi négatif que ce que l'on pensait initialement. Ça peut peut-être même plutôt nous aider à préserver des molécules organiques à la surface de Mars. Et pour Sherlock, ça veut dire qu'il est potentiellement, même s'il met une petite dose d'UV supplémentaire sur ces molécules organiques, eh ben, on a peut-être une chance quand même de pouvoir les mesurer. Toutes ces mesures-là, par rapport à ce qu'on avait fait précédemment, pour pouvoir arriver à faire ces mesures, on a vraiment minimisé la dose d'exposition. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire tourner les échantillons pour vraiment faire de l'illumination très ponctuelle. Donc ça veut dire que nos collègues, là, quand ils vont aller opérer leur laser sur Mars, il va falloir qu'ils commencent à se poser les bonnes questions pour pouvoir mesurer les molécules organiques. En tout cas, ça donne des pistes. Ça ouvre en tout cas des possibilités de le faire en préservant les informations qui sont présentes dans les molécules organiques, la molécule elle-même, et même si on va un petit peu plus en détail, on a réussi à le voir, comment est-ce qu'elle est absorbée sur son minéral. Donc ça, c'était plutôt la version sympathique après une grande angoisse et beaucoup de plaintes. Mais ça nécessite des protocoles qui ne sont pas mis en place à l'heure actuelle dans les opérations martiennes qui vont se dérouler. J'ai été sûrement déjà très longue. Je suis toujours bavarde. Mais je vais en venir aux conclusions. Donc, si on essaye de résumer, les conditions en fait, les plus favorables pour la polymérisation de l'ADN ou de l'ARN, donc les monomères, les nucléotides sur les surfaces, donc des minéraux qui résultent de l'altération hydrothermale ou aqueuse, donc des minéraux du plancher océanique très précoces, c'est finalement sur les argiles gonflantes. Donc, typiquement, ça va être l'anthronite, ça pourrait être aussi la saponite, ça pourrait être la stevensonite. C'est sur les surfaces latérales, mais surtout sur les surfaces basales. Ça va être soit à très bas pH pour un certain nombre de molécules, soit à très haut pH en présence de bonnes quantités de fer ferreux ou de zinc, etc. Et ça, en termes d'environnement naturel, ça correspond aussi aux fumeurs hydrothermaux. C'est des choses qu'on a trouvées dans les fumeurs hydrothermaux, soit les fumeurs noirs, soit les fumeurs blancs ou dans les zones de subduction. Et donc, ça va être, on peut les avoir du coup en subsurface. Donc, peut-être que sur Mars, ça ouvre des opportunités.
Et ces travaux-là, donc du coup, on connaît bien maintenant les mécanismes d'interaction avec les surfaces minérales. Ça ouvre aussi des pistes en fait sur la façon dont on pourrait mesurer, faire ces mesures à la surface de Mars sans détruire tout instantanément. Et là, il y a un risque quand même assez important. Donc, il faut vraiment contrôler très, très fortement l'irradiation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.